Nouvelle journée de Serie A et nouvelle affiche analysée par les équipes de temps additionnel. Salut à tous. Et on va parler d'une très belle affiche en plus. La Lazio va faire face à l'Inter dans une très très belle rencontre de Serie A avec deux équipes qui ont bien performé la saison dernière et qui auront à cœur de prouver cette saison qu'elles peuvent encore titiller la Juve cette année en Italie. Et avec moi pour en parler, j'ai deux purs produits corses. J'ai d'abord Pierre-Marie que vous connaissez tous. Salut à toi Pierre-Marie. Salut Quentin, salut tout le monde. Merci pour l'invitation. Mais de rien, tu es toujours le bienvenu, tu es chez toi ici Pierre-Marie. Donc Pierre-Marie, pour ceux qui le connaissent déjà par temps additionnel, il est chroniqueur chez nous, il est un peu moins ces temps-ci parce qu'il est pas mal occupé par un projet personnel également porté par Sports Content qui est l'Azialita Francese que tu présentes depuis la saison dernière. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ton émission PM. La Zaita Francese, tout simplement notre petit rendez-vous en tant que supporter de la Lazio ou même amoureux de la Serie A. On est là avec moi et Afid maintenant depuis plus de 16 épisodes à parler de la Lazio et pas que moi et Afid. On a eu le privilège d'avoir quelques beaux invités, que ce soit toi ou d'autres chroniqueurs, ainsi qu'Eric Maggio, le rédacteur en chef de SoFoot, ou même l'ancien joueur de la Lazio, Ousmane Dabo. Donc on va essayer pour la saison 2 de repartir de plus belle et tout simplement de parler de ballon et de notre équipe avec tous les supporters et amoureux de foot. Alors tout simplement, si vous êtes fan de la Lazio ou alors que vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette équipe, n'hésitez pas à écouter Pierre-Marie et Afid toutes les semaines sur la Dialita Francese, un autre des très bons podcasts proposés par Sports Content. Et avec nous, donc avec Pierre-Marie, comme je l'ai annoncé en tout début d'émission, un autre produit corse puisqu'on a la chance d'accueillir Matteo, supporter de l'Inter. Salut à toi Matteo. Salut Quentin, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. De rien, c'est très gentil à toi d'avoir accepté notre invitation et on espère qu'on pourra t'écouter à nouveau cette saison, puisque des supporters de l'Inter, on va en avoir besoin, puisque je pense que l'Inter aura de nombreux gros matchs à disputer cette saison et on aura l'occasion de reparler des Nerazzurri tout au long de cette saison 2020-2021. Donc les gars, on va tout de suite... c'est parfait dans ce cas. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler vraiment pour le moment des formes des deux équipes. Alors PM, toi au niveau de la Lazio, ce début de saison, tu l'as vécu comment ? Est-ce que tu sens que c'est un début de saison assez encourageant pour la suite ou alors il y a quelques trucs à revoir d'ici le match face à l'Inter ? Nous là, on a pour l'instant on a fait qu'un match en attendant le match en retard contre l'Atalante. D'un côté, qu'on commence finalement la saison contre le Cagliari avec une victoire et avec la manière, ça nous rassure. La Lazio n'a pas du tout un début de calendrier facile. Donc on joue à domicile. On est peut-être désavantagé du fait que pour l'instant avec le Covid, on jouera qu'avec 1000 personnes, autant match retour. Ça va être peut-être différent en faveur des interistes ou des supporters de Bergame. Bon, après, ça c'est un autre sujet. Bon, j'espère juste que, du moins, les matchs Lazio-Inter, en général, ce sont des beaux matchs. On a vu l'an dernier que ce soit à l'aller comme au retour. Il y a eu du jeu, il y a eu du spectacle. J'espère juste un bon résultat de la part de la Lazio. À vrai dire, même un nul en ce début de championnat, moi, me satisferait. Mais en tout cas, peu importe le résultat, j'aimerais la manière et le beau jeu comme j'ai pu voir déjà contre le Cagliari. Alors toi, Matteo, en tant que supporter de l'Inter, est-ce que tu as pu suivre un petit peu le début de saison de la Lazio et qu'est-ce que tu en penses tu les jauges comment par rapport à ton équipe actuellement ? Alors ouais, j'ai pas vu le match entier, j'ai vu résumé quoi, un bon résumé du match contre Cagliari. Et après la Lazio, on la connaît, c'est une équipe difficile à jouer, très offensive et nous on souffre ces équipes qui jouent un peu haut, on va dire. Après je pense quand même que sans vouloir, en essayant de rester objectif plutôt, je pense que cette année on a quand même quelques armes en plus de l'année dernière. Notamment un peu plus d'expérience de la part des jeunes qu'on avait l'année dernière qui avec un championnat dans les jambes dans une équipe comme l'Inter, ça fait progresser tout de même. Je parle de Barella par exemple, de Bastoni qui on a vu ont un bon niveau quand même.
Et puis l'expérience par rapport aux arrivées de Vidal, de Kolarov, qui reste quand même un joueur correct en Serie A. Je pense qu'il ne sera pas titulaire indiscutable évidemment. Donc pour se doubler avec Bastoni sur le centre gauche, c'est quand même pas mal. Et même Hakimi, hein, qui quand même malgré son jeune âge, il a quand même joué pas mal de matchs de Ligue des Champions. C'est important. Et au niveau de la mentalité, je parle surtout, hein, parce que Vidal, je pense qu'il a été pris par Conte pour ça. Et donc, bon, après, c'est un match compliqué quand même, hein, parce que là, voilà, comme je disais, on la connaît. Et je pense quand même il faut partir quand même dans le but de la victoire. Mais voilà, ça va être compliqué. Oui. Alors toi sans vraiment prendre en compte pour le moment le match face à Benevento, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour faire une analyse un peu plus poussée sur cette rencontre-là au moment où on enregistre. Mais sur le premier match de la saison, toi de l'Inter, qu'est-ce que t'as pu en penser par rapport à ce match, par exemple face à la Fio qu'on a pu voir il y a quelques jours. Qu'est-ce que t'as pu en penser, toi? Bah, tout d'abord, j'ai tremblé, hein. Faut que je te dise, j'ai bien tremblé, quoi. Parce que même si je m'y attendais un peu, j'avoue, parce que je pense que la FIO cette année, ça va être un peu plus costaud que l'année dernière, ça va être un peu plus difficile à jouer. J'aime beaucoup Amrabat qu'ils ont pris au milieu, mais je sais pas. Ce début de saison me faisait peur par rapport au fait qu'on a eu une très courte pause après la finale de la Ligue Europa. J'ai suivi quand même la pré-saison, quoi, donc les matchs amicaux. Très bon, j'ai trouvé très bon niveau et voilà, au niveau de la mentalité, je ressens un réel changement, une prise de confiance et ça s'est vu, je pense, avec le match contre la Fio par rapport, reprendre un match à la 85e comme ça, c'est pas de tout le monde et bon après voilà, défensivement comme l'année dernière, on n'est pas au top. Offensivement, l'année dernière, je crois qu'on a marqué 113 buts, toute compétition confondue, hein. Je pense qu'en attaque, on est quand même bien. Voilà, faut trouver les mécanismes défensifs qui nous manquaient l'année dernière, peut-être. Là, bon, c'est en live, mais voilà, on a subi encore un but aujourd'hui. Pas de clean sheet encore, du coup. Voilà, 5-1. Je viens de voir. Je me permets de faire une petite annonce, hein. Et du coup, compliqué quand même ce match, mais il y a du bon. Il y a du positif. Alors, tu parlais de changement de mentalité juste avant. Il n'y aurait pas eu un déclic au moment justement de cette finale perdue face à Séville en Europa League justement, ou alors tu penses que ça vient tout simplement d'autre chose? Non, il y a, comme je disais précédemment, en fait, l'expérience. Tout simplement, ça y fait. Mais oui, ce que tu dis, toi, c'est réel, même c'est avéré, je pense. On a vu une interview de Lukaku à la Gazzetta dello Sport, qui disait que après cette finale, il n'a pas ouvert la bouche pendant 4 jours, que ce soit avec ses proches, sa famille. Il est resté sans parler pendant 4 jours. Et puis, en fait, il s'est remis en question et a dit que c'était que pour avoir du mieux plus tard. Pour apprendre, une défaite pour apprendre. Et je pense que comme je vois Lukaku comme sincèrement le leader moral en tout cas de cette équipe, l'année dernière quand Lukaku faisait des gros matchs, on les gagnait. J'ai vu des gros matchs de Lautaro par exemple qu'on a perdu. Quand Lukaku est en confiance, il entraîne l'équipe en fait. Cette faculté à faire donner le meilleur d'eux-mêmes aux autres. Et je pense que voilà, le déclic comme tu dis. L'expérience et surtout cette finale de Ligue Europa. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu, parce qu'on est encore dans cette période pour encore quelques jours, du mercato des deux équipes. Donc, avec plus ou moins de retentissement pour d'un côté que de l'autre. Je voulais commencer par celui de Lazio, qui a pas forcément été très mouvementé. Je sais pas ce que t'en penses, PM. Alors, ça peut paraître décevant après qu'on ait pu voir cette belle saison de la part des hommes d'Inzaghi. La seule arrivée payante de la Lazio, c'est Vedat Muriqi du Fenerbahçe pour 17,5 millions. Après, on a eu des arrivées libres de Pepe Reina et de Gonzalo Escalante d'Eibar, et aussi de d'Akpak Pro qui vient de Série B. Puis après, c'est des retours de prêt.
Donc pas forcément de grosses arrivées, mais est-ce que c'était forcément attendu du côté de la Lazio, parce qu'on sait que le groupe est assez solide mine de rien. Est-ce que t'es quand même déçu de ce manque de renfort côté Laziale? C'est totalement un recrutement made in Lotito, c'est-à-dire dès qu'on arrive dès qu'on doit jouer une campagne européenne ou quelque chose d'assez sérieux niveau mercato, on se casse la gueule. On a perdu énormément de temps avec l'affaire David Silva au début de saison, qui devait signer quand à chaque fois on nous disait demain il arrive à Rome, finalement le lendemain il arrive à Juan Sebastian pour signer à la Sociedad. Ça nous a fait énormément de mal. Vient quelques jours après les arrivées, donc tu as cité de Escalantes et de Akpa Akpro. Akpa Akpro, moi ça m'a fait doucement rire. Tu dis Série B, mais c'est Série B, c'est surtout du deuxième club de Claudio Lotito, donc le président de la Lazio, qui a fait transférer en fait son propre joueur dans juste son équipe au-dessus. Donc ça aussi, ça a très très mal passé au goût des supporters, malgré qu'il a fait une plutôt bonne rentrée contre le Cagliari, mais bon. Après, on a perdu trop de temps avec Vedan Muriqi. Moi, j'étais pour son arrivée. J'aimais beaucoup le joueur. J'ai déjà vu quelques matchs des championnats turcs où à chaque fois je l'avais vu planter et j'étais très confiant de son arrivée. Sauf que un joueur comme lui, c'est pas un top player, c'est pas un top nom. Et que tu mettes un mois pour faire signer un joueur comme ça et que pour final, quand il signe enfin, au bout d'un mois, il arrive blessé et positif au Covid, c'est une mascarade. Après, pareil, on a eu l'affaire Mohamed Mahrez, il est en instance d'arrivée, mais on attend les départs de Wallace qui devrait s'engager très prochainement du côté de Mathilda Sport. On attend aussi le départ peut-être du frère de Lukaku, justement, Jordan, qui serait apparemment du côté de Southampton, mais rien n'est sûr. D'ailleurs, en parlant de Southampton, il y a eu l'arrivée, tu as oublié de préciser, de Wesley Hutt, l'ancien justement défenseur de la Lazio qui revient à la maison. Et là, soi-disant, d'ici quelques jours est attendu Andreas Pereira, donc la vraie fausse pépite de Manchester United. Il arriverait en prêt avec option d'achat de 27 millions, ce qui est très intelligent parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc, pourquoi vraie fausse pépite? Parce que oui, pépite de chocolat si tu veux, mais pas une pépite. Ouais, voilà. Ouais. C'est joueur qui a 24 ans, qui ont 40 matchs, qui ont marqué 3 buts pour 2 passes D. On demande au bout d'un moment des joueurs d'expérience. On demande pas d'acheter. On n'a pas les moyens pour convaincre un Arturo Vidal de venir financièrement parlant. Là, en ce moment, il y a eu des rumeurs comme quoi José Calderón, ce serait une bonne pioche. Par exemple, José Calderón pour renforcer l'effectif. Mais quand je dis, par exemple, un Juan Mata ou Juan Draxler, on les paye avec quoi? Sachant que le salaire maximum de la Lazio, c'est 5 millions annuels de Ciro Immobile. Quand on voit que Mata, c'est du 8 à 7 millions par an, pareil pour Draxler, je me demande comment on va faire pour réussir à faire des paris comme ça en plus. Parce que la Lazio recrute uniquement sur Paris, il ne veut pas casser la tirelire. La vraie dernière tirelire qu'on ait cassée, à la limite, ce serait pour Denis Vabro. Donc d'ailleurs, il me semble que c'est le Danois qui venait de Copenhague, qui a joué quelques bouts de match cette saison, qui n'a pas été concluant et qui devait repartir en prêt à son équipe. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de flou et un peu à l'image de ce mercato. Le seul gros point positif parmi en fait les arrivées décevantes, c'est que notre groupe reste le même. Il n'y a pas eu de départ, on dirait, des forces majeures. Et justement, comme je parlais dans mon podcast Zaita Frances contre le Cagliari, on disait que on a tous été surpris au final du match contre le Cagliari parce qu'à force de se concentrer sur le mercato, d'être défaitiste et se dire qu'on n'a pas renforcé l'effectif, et ce qui est en partie vrai, on a oublié quand même que notre noyau, quand il n'est pas blessé, il est solide et il est capable de faire des merveilles. Et contre le Cagliari, on a vu qu'on était clairement un niveau au-dessus. Donc voilà, c'est un mercato très très décevant, à contrario de notre futur adversaire, l'Inter, qui s'est très très bien renforcé et qui a pu mélanger, qui a mis les moyens, qui a su mélanger vraiment jeunesse comme Hakimi à expérience, comme Kolarov et Vidal, comme l'a dit Matteo. Donc c'est ça qui fait la différence entre une équipe qui a pas peur de mettre le porte-monnaie, qui a pas peur d'afficher ses ambitions, à toujours une équipe un peu pas fébrile mais frêle,
de avoir peur de faire des paris, d'être encore limite dans le cauchemar de l'ère Cragno. Tiens, j'ai l'impression que le Tito, quand il a repris le club avec la Lazio endetté sur des années et des années, il a encore peur en fait de revenir à ce stade-là. Et on en paye un peu les frais quand on veut jouer de grosses campagnes, parce que le football, il arrive à un stade où ça devient beaucoup du business, où il faut beaucoup mettre la main à la poche. Donc faire des paris, pour l'instant, ça marche, mais ça va pas forcément marcher tous les ans et sur le long terme. Et justement, PM, t'en parlais du mercato de l'Inter en comparaison au vôtre. Donc c'est vrai que l'Inter a forcément mis beaucoup de moyens cette saison pour se constituer une équipe, on va dire, assez compétitive, du moins qui peut aller embêter la Juve cette saison. Pour toi, Matteo, tu vois cette équipe plus forte que la saison dernière avec les renforts? Parce qu'on rappelle qu'il y a eu quand même Hakimi, Barella, Sensi, Pinamonti, Kolarov, comme l'a dit PM, Vidal, l'arrivée de Sanchez vraiment en définitive, et aussi des départs qui ont pu voilà, peut-être éclaircir les idées d'Antonio Conte. Qu'est-ce que t'en penses toi de ton côté, Matteo, de tout ça? Alors que pour le moment, je pense que c'est voilà, comme vous dites, un très bon mercato. Je pense que là, ce qu'on pourrait faire de plus, ça serait juste la cerise sur le gâteau, quoi. Et le problème que si cette cerise sur le gâteau doit se faire, elle se fera bien sûr avec d'abord un départ. Donc il y a Skriniar, Brozovic qui sont quand même sur le départ. On devrait se séparer définitivement de Nainggolan qui retourne à Cagliari. On devrait se séparer de Vecino, peut-être qui va à Bernaples en prêt avec option d'achat. Du coup, il y a quelques départs qui sont peut-être encore possibles. On parle aussi de Skriniar à Tottenham. En discussion. Bon, après l'Inter. Moi, j'avais juste une petite question. J'avais juste une petite question, Matteo. Perisic, et il va rester ou pas? Parce que là, il est revenu de son prêt au Bayern, mais est-ce qu'il va rester pour autant à l'Inter cette saison? Mais d'après ce que j'ai lu sur des interviews des dirigeants, oui, il est parti pour rester. Il est parti pour rester. Donc, il va être utilisé en tant que piston gauche. On va voir si ça va être. Je pense qu'il a quand même les capacités pour jouer ce rôle. Après, c'est vrai que jouer avec Perisic et Hakimi sur les côtés en piston, mais c'est vachement offensif quand même. Hein. Défensivement, ça fait un peu, ça risque d'être fébrile, quoi. Bah, c'est pour ça que moi je pense que côté Inter il faut aussi penser à cet aspect défensif, parce que comme tu l'as dit, avec ce genre de joueur on est plus sur quelque chose d'un football assez offensif et qui peut paraître dangereux, surtout en Serie A où bon la réputation de ce championnat qui est pas usurpée, c'est un championnat plutôt défensif. Alors si on commence un peu à hausser un petit peu le jeu et qu'on joue un peu plus haut que d'habitude, ça peut porter parfois préjudice. Mais après, si on y pense, par exemple, l'Atalanta, c'est exactement ce qu'ils font, quoi. Ils jouent vraiment, on l'a vu, hein. Formidable. Mais du coup, c'est pas stéréotypé, tu vois. Le jeu de l'Atalanta, c'est pas stéréotypé du coup. Non. Et je pense que le championnat italien à ce niveau-là, après peut-être que vous pouvez me corriger là-dessus, mais il est en pleine mutation. Parce que je trouve que on joue plus pareil en Italie qu'il y a quelques années. Et l'Atalanta, moi j'ai une petite stat si tu veux. Elle est sortie il y a quelques jours. C'est pour montrer justement que tu parlais de mutation et c'est le cas. C'est que voilà, l'an dernier, la Serie A, c'est le deuxième championnat du top 5 championnat européen avec le plus de buts en moyenne par match. C'est 3,303 buts par match et par journée généralement. Et c'est juste derrière la Bundesliga qui a 3,27 buts, à comparer la grande première ligue qui a que 2,80, suivi de la Liga 2 à 60. Donc on commence à avoir des équipes qui jouent de plus en plus au ballon. On commence vraiment aussi à avoir une nouvelle génération aussi d'entraîneurs qui en ont marre un peu toujours de ce côté classique italien de on marque un but, on se contente de un ou deux. Non, on veut commencer à produire du jeu, on veut commencer à prôner justement un peu la qualité
de chaque joueur et pas que la qualité défensive, parce que on veut montrer, je pense que là, l'Italie, que certes dans ce championnat, c'est un championnat peut-être excellent défensivement, où on forme sûrement les meilleurs défenseurs du monde, mais on montre là surtout que pour moi la Serie A, ça devient le championnat le plus technique au monde. Et qui dit technique, qui dit aussi du beau jeu. Et grâce à des entraîneurs comme, certes, l'an dernier, c'était plus compliqué pour lui, mais je pense à Sarri, au Napoli, Inzaghi, à la Lazio, Antonio Conte. Moi, j'aime beaucoup des Zerbi de Sassuolo. Voilà, j'allais te le dire. Il y a Ovic aussi. De Zerbi, Fonseca aussi, c'est pas mal ce qu'il essaye de faire quand il arrive à faire. Gasperini à l'Atalanta, voilà, il y a beaucoup de très bons tacticiens en Serie A. C'est indéniable. Et justement, je trouve que pour faire un aparté général, l'Atalanta, c'est un précurseur au niveau de cette mutation, puisque on voit de plus en plus d'équipes en Italie jouer un peu de manière offensive, et je pense que c'est un peu l'Atalanta qui a introduit ça en Italie sous Gasperini, et c'est très bien parce que ça prouve que les clubs italiens commencent à prendre des risques. Ça commence à se voir en plus sur les résultats européens, puisque l'Inter a retrouvé une finale européenne la saison dernière. Ça s'est vu un petit peu, ça prône un football un peu plus offensif, un peu plus spectaculaire, un peu moins frileux. Et du coup, c'est plus intéressant. Et comme tu l'as dit, PM, ça fait de la Serie A ce mélange un peu de perfection défensive et de prise de risque offensive. Ça va faire de la Serie A un championnat vraiment très 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 technique. Donc je trouve ça hyper intéressant, et je pense que l'opposition de ce week-end entre la Lazio et l'Inter, ça va opposer deux styles vraiment très très intéressants, et ça va être du coup très intéressant de suivre ce match, puisque les deux équipes ont montré de très belles facettes lors des dernières sorties la saison dernière, et même si les deux équipes n'ont pas forcément fini comme elles le voulaient, mais le début de saison laisse présager quelque chose d'intéressant à suivre ce week-end. Donc moi je suis très emballé par cette rencontre, en tout cas. Je sais pas pour vous les gars. Moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathéo, mais je m'en souviens très bien des deux rencontres l'an dernier, que ce soit à l'aller ou au retour. Ouais. Et les deux rencontres, personnellement, même si à l'aller vous avez gagné, comme au retour on a gagné, je me suis régalé. Même si ça fait pas, ça fait des scores faibles, ça fait quelques saisons. Ça fait du 1-0 et du 2-1, mais c'était des beaux matchs. Oui, mais tu vois le fait de parler de beaux matchs est pas forcément synonyme avec beaucoup de buts. Il y en a beaucoup en ce moment qui font ce raccourci-là, notamment en Angleterre, qui voient des matchs à 5, 6, 7, 8 buts. Mais au final, voilà, je prends l'exemple de Leeds-Liverpool. La première journée de championnat, techniquement, c'était pas fou. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'imprécisions, que ce soit du côté de Leeds ou Liverpool. Alors, le Leeds de Bielsa, bon, on va pas faire l'historique, mais bon, c'est très bien à avoir joué, hein, c'est très beau. Ouais. Mais le fait de voir beaucoup de buts, justement, ça peut révéler beaucoup d'incertitudes, de fébrilité. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Ça va de soi. Là, et justement, moi, cette rigueur défensive de la Serie A, tu peux maintenant la coupler, on va dire, à une très très bonne assise offensive que l'Inter commence à exploiter avec son recrutement et le jeu de Conte, qui lui aussi, je trouve, est en évolution à ce niveau-là, parce qu'on taxait beaucoup de Conte d'entraîneurs hyper défensifs il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu différent avec ses joueurs et le dispositif qu'il entretient aujourd'hui. Du côté d'Inzaghi, je suis pas forcément le mieux placé parce que je regarde pas forcément la Lazio tous les week-ends. Tu m'excuseras, PM, mais non, je t'excuse pas. de ce que je vois, c'est pas non plus un jeu hyper frileux, la Lazio. Ça s'est vu la saison dernière. Et ça fait depuis que Inzaghi a repris les rênes. C'est ça. De toute façon. J'ai envie que ce soit maintenant, ça fait bientôt 3 ans et demi qu'on joue en 3-5-2, mais même avant, quand on jouait encore en 4-3-3 avec Anderson, Keita et Chiro, on commençait déjà à avoir une autre formulation. Après, tout à l'heure, tu as fait l'aparté de dire que c'était l'Atalante un peu le précurseur de tout ça. Je dirais oui et non, parce qu'on commence à voir de plus en plus en Italie, que ce soit le Napoli
ou même la Lazio ou quoi, un peu jouer dans ce style de jeu, à s'encaisser Oui. même beaucoup de buts. Mais en fait, je trouve que l'Atalante, c'est vraiment le premier club, du moins en Italie, avec une telle progression soudaine, qui a réussi à vraiment s'imposer, entre guillemets, en Europe et montrer qu'il pouvait faire chavirer les plus grands. Là, qui sait, avec le Covid, si le Paris Saint-Germain serait allé jusqu'au bout en phase aller-retour. Bon, ça, on pourrait. Votre match ce soir, ça va être un peu révélateur aussi de vos balles, plutôt les deux équipes, tu vois, ce soir. Oui, bien Parce sûr. que c'est un beau test. À la deuxième journée, l'Atalante, c'est pas facile, quoi. Hein. De base, c'est la première journée, comme j'avais dit tout à l'heure. De base, c'est la première journée, et vu que ça a été repoussé, finalement, ça. Oui, en comme fait, ça a été pour Benevento, quoi. C'est ça. Ça a été bénéfique au final, parce que se prendre peut-être l'Atalante en début de journée, en première journée, comme à l'image de le post-Covid, qui nous a un peu coupé les jambes d'ailleurs. Franchement, finalement, commencer contre le Cagliari avec une victoire pour se mettre en confiance. Je dis pas qu'on va gagner ce soir, mais j'appréhende déjà un petit peu moins. Après, sur un match, vraiment, tout est possible. Donc bon, on est capable de s'en prendre 4, comme d'en mettre 4. On a vu l'Atalante, ça a quand même beau match contre le Torino. Hein. Sacré match. Oui. Alors, dans l'optique où vos deux équipes remportent leur match avant cette rencontre entre la Lazio et l'Inter, dans quelle optique vous voyez dans ce match? Est-ce que vous voyez une équipe vraiment prendre le pas sur l'autre? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui part avec un train d'avance? Est-ce qu'elle est vraiment favorite? Est-ce que toi, PM, tu vois ça? Est-ce que tu vois par exemple la Lazio ou l'Inter, une des équipes être favorite ce dimanche? Moi, honnêtement, les Lazio Inter, en étant réaliste, et non pas supporter, mais réaliste, pour moi, c'est l'Inter qui est favori. Je dis pas qu'il va l'emporter, mais qui est favori à juste titre. Par rapport au banc et à l'effectif sur le papier que possède l'Inter. Après, on sait que voilà, c'est deux styles de jeu. Ça va être 3-5-2 qui va s'affronter en face, et ça va être en fait au meilleur technicien et à l'équipe qui a le plus de jambes qui va gagner. On a vu que la Lazio, les matchs tous les 3 jours, ça réussissait pas en Covid. Donc là, on démarre notre saison et il faudra bien s'habituer, parce qu'il y aura aussi la Champions League. Donc le match contre l'Inter, pour moi, je le vois vraiment comme un test vraiment du début de championnat. C'est-à-dire que si on arrive au moins à faire une bonne prestation contre eux, une victoire ou un match nul, ça voudra dire quand même qu'on affiche nos ambitions, qu'on est de nouveau là, et qu'on pourra compter sur la Lazio pour être encore dans les 4 premiers cette année. Toi, Mathéo, t'en penses quoi vraiment de ce match? Est-ce que, comme toi, tu vois ton équipe favorite face à la Lazio ce samedi? Pas favori, je dirais plutôt que ça va se jouer sur les détails, selon moi, surtout en début de saison comme ça. Je pense que vraiment ça va être un match très serré, très tendu. Et après ça va jouer au foot. Hein. Sincèrement, je pense qu'il y aura des buts. Hein. Surtout, je sais pas, je le sens. Je vois pas mal de buts, des attaques quand même en forme, et je vois du mal. Même là ce soir, je fais un petit aparté, je regarde le match contre Benevento, et défensivement c'est très très c'est fébrile, pas rassurant. Ouais, très fébrile. Ouais, il y a des petites, des petites carences, hein, mais c'est malheureusement ou heureusement, ça dépendra de celui qui aime le football offensif, par ses apports offensifs qui sont un peu plus significatifs que les saisons précédentes. Bien sûr. Mais même surtout avec des latéraux comme Kolarov et Hakimi, quoi. C'est voilà. Première journée, on a quand même joué avec une défense centrale. Bastogne au milieu, Kolarov sur le centre gauche et D'Ambrosio sur le centre droite. C'est-à-dire que défenseur pur central, il n'y en avait qu'un. 2 arrières replacés, et voilà quoi. Et d'ailleurs, comment c'est sûr que je vais te poser la question, peut-être que si les auditeurs voudront la savoir. Comment ça se fait qu'un type comme Skriniar, vous voulez le laisser partir? Et par qui surtout le remplacer, quoi? Parce que le mercato, il finit dans 4-5 jours, quoi. Apparemment, pour contre, il n'est pas adapté à la défense à 3 en fait.
Après, moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense juste que s'il y a vraiment une offre à la hauteur de ce que demande l'Inter, c'est-à-dire, je pense, entre 50 et 60 millions, eh ben, la situation fait qu'on le laisse partir parce que c'est une somme où tu vas chercher. Ouais. Mais je pense pas que l'Inter acceptera moins pour Skriniar. Moins de 50 millions. Sans manquer de respect à Skriniar, pour moi, ça me paraît beaucoup quand même hein, pour un joueur comme Skriniar. On a déjà refusé des offres même il y a 2 ans. Après les 2 premières saisons, il avait fait 2 grosses premières saisons. Cette année, il a été moins bon. Mais l'Inter le laissera pas partir facilement. Je t'assure. Pas je t'assure. Je travaille pas à l'Inter, mais malheureusement, malheureusement d'ailleurs. Mais je pense pas qu'on le laissera partir pour moins. Parce que effectivement, déjà là, pour le remplacer avec le temps qui reste, si t'as pas cette somme, tu vas pas remplacer avec quelqu'un de qualité. Surtout en période de Covid, c'est dur de faire déplacer les joueurs, je trouve. Par exemple, la Fio pour son défenseur central demandait 45 millions. Il continue à demander 70 millions pour Chiesa, par exemple. Hein, mais je trouve que c'est pas facile là de sortir des joueurs des clubs italiens et prendre un joueur d'un autre championnat pour un rôle clé. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, en tout cas, s'il y a une chose à dire sur cette rencontre, c'est que c'est vraiment un choc de ce début de saison, avec là le match que va jouer la Lazio aussi face à l'Atalanta. Mais je pense que ça va être vraiment important pour la suite de la saison parce que on vit des moments particuliers et je pense que la saison dernière a servi de leçon à beaucoup d'équipes. Et je pense que lâcher un match cette saison, ce serait une connerie parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce que va donner la suite de la saison sportive, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou même en France. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, moi, je pense que les 2 équipes, et même toutes les équipes, hein, de toute façon, vont jouer les matchs à fond jusqu'à ce que le foot redevienne comme avant et que la vie redevienne comme avant. Mais là, cette saison, plus que d'autres, je pense que ces équipes-là qui vont jouer des places européennes, des titres, vont devoir mettre les bouchées doubles et vont jouer à fond tous les coups possibles, notamment face à des concurrents directs et encore plus face aux concurrents directs, parce que c'est ce genre de match qui peut définir une saison. On ne sait pas ce qui peut se passer. Une saison ne fait pas l'autre. La saison dernière, les Italiens ont repris la Serie A. On ne sait pas ce qui peut se passer. Si la situation sanitaire est encore plus grave que l'année dernière, on pourra peut-être pas continuer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, pour éviter d'avoir des regrets, moi, messieurs, je conseille à vos équipes de jouer le jeu jusqu'au bout. Et je pense que ça sera le cas puisqu'on aura affaire à 2 équipes très très compétitrices et ça, on l'a vu la saison dernière en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur vos équipes avant de conclure, les gars? Non, à part être d'accord avec Matteo, comme il a juste souligné très bien que ça va jouer sur des détails. Ouais. Les deux faiblesses de nos équipes respectives et les forces, c'est quasiment les mêmes, c'est-à-dire on a tous deux des équipes avec un bon milieu de terrain, de bons gardiens, une bonne attaque et de grosses fébrilités défensives. Et ça va jouer sur ça va jouer sur qui va défendre le mieux plutôt que qui va attaquer le mieux. Et très bien les gars. Très bien les gars, donc on va passer au pari sportif les amis. Donc comme je vous le disais, ce match va retenir notre attention puisqu'il sera dimanche, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça, dimanche, ce dimanche donc au Stadio Olimpico. Donc on a 2 belles cotes pour les 2 équipes. La Lazio et l'Inter ont toutes les 2 des cotes qui dépassent le 2. Toi, PM, tu miserais sur quel vainqueur pour ce match? Ou alors peut-être même un match nul? Moi, je mettrais Lazio nul, histoire d'être sécuritaire. J'ai vu que la cote était à 1,50, elle était quand même belle. Ouais. Donc 1,53. Moi, j'ai 1,53. Ouais. 1,53, ouais, exactement. 1,53 pour Lazio nul, et c'est bien. Toi, Matteo, tu pars sur quoi? Quel pronostic tu fais sur ce match? Alors, je sais pas combien est la cote, elle doit être quand même vachement basse, mais les 2 marques me paraît la plus sûre de tout en vrai. Les 2 équipes marquent est un 1,46, en effet, c'est pas très haut, mais ça paraît sûr quand même. Ouais, ça me paraît quand même probable.
je miserais bien, moi, sur une petite victoire quand même de l'Inter dimanche. Désolé PM de briser ces années d'amitié, mais je viendrai plus. Hein. Non, ne prends pas comme ça, s'il te plaît. Ne prends pas comme ça. Je viens de faire de la promo pour ton émission quand même. Je rigole. Bon, non, pour moi, victoire de l'Inter, je pense que l'Inter a plus de certitude, du moins offensive, que la Lazio. Après, la Lazio a de très très bons éléments offensivement, c'est pas ça la question, mais je pense que au vu de ce qu'on a pu voir depuis le début, peut-être que l'Inter a plus d'armes offensivement, sachant qu'on a vu que les deux équipes défensivement ont les mêmes problèmes. Avantage Inter. Après, c'est pas gravé dans le marbre, mais sur le papier, avantage Inter très très logiquement. Sinon, au niveau buteur, je voulais juste conclure sur ça. PM, toi, tu vois qui le plus marqué sur cette rencontre? Il faut que je dise le nom d'un buteur ou tu veux le nom d'un buteur, ouais. Le nom d'un buteur. Si on devrait faire une petite surprise, vu qu'à chaque fois contre la Lazio, c'est un peu des buteurs improbables qu'il met, je mettrais un but de D'Ambrosio. non, mais ça a été Young, ça a été D'Ambrosio aussi l'an dernier. Il nous aime bien, donc je mettrais encore D'Ambrosio. Ouais, je comprends. C'est un champion, ce mec. Il est très fort. Très sous-côté, D'Ambrosio. Très sous-côté. Et toi, Mathéo, tu penses à qui comme buteur? Sincèrement, j'irais sur Lautaro Martinez. Ouais, le vois. C'est pas con. Je le vois en forme en ce moment. Je le vois. Alors, moi, je vois toujours côté Inter un petit but de Barella, hein, s'il joue. Je pense que Conte va l'aligner, hein, parce que je pense que Conte va l'aligner. Donc je miserais sur un petit but de Barella, donc je pense pas que la cote sera non plus très très haute, même si il y aura plus faible que Barella niveau cote. Je pense à Lukaku, Lautaro, même Chiro. Immobile, Même Sergueï, il a tendance à marquer contre l'Inter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc Sergueï aussi qui peut être à placer, donc pourquoi pas. Donc voilà nos conseils pour ce match. N'hésitez pas à les suivre. Hein. Si vous perdez, vous adresserez à Pierre-Marie, c'est lui le responsable. Voilà les gars. Écoutez Pierre-Marie et Mathéo, merci à vous deux d'être venus aujourd'hui dans Temps Additionnel. Merci à toi. Merci à toi. Quand vous voulez, pour venir parler de vos équipes respectives. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, comme d'habitude. On va, comme chaque semaine, sortir un podcast sur une affiche de la semaine. Donc là, cette semaine, c'était Lazio Inter. La semaine prochaine, ça en sera une autre. Ça sera selon vos choix que vous faites sur Twitter. On vous rappelle qu'on mettra chaque semaine un sondage sur les différentes affiches du Big Four. Les affiches que vous aimez et dont vous voulez que l'équipe de Temps Additionnel parle. Et on va les analyser, ces affiches. Donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut à tous. Salut.